On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Judith Weintraub. Bonjour Judith, Bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Michel Pouzol, qui ne devrait pas tarder à arriver, ancien député, membre de Génération. Serge Grouard, maire d'Orléans, maire LR d'Orléans, bonjour. Et Éric Revel, éditorialiste et directeur de la chaîne Azur TV. Bonjour Éric. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour, on va revenir sur le meurtre de la jeune Alisha, des ados sans regret. Je vous ferai réécouter le procureur. Beaucoup de questions autour de ce meurtre, de ces ados sans histoire apparemment qui en sont arrivés à tuer pour des futilités. Le budget genré est-il un progrès? On demandera à notre maire, puisque c'est à Lyon qu'on a pu lire cette information. Ils ont décidé de faire un budget genré, voilà, pour les hommes, pour les femmes, même à Paris, on commence à explorer les parcs et jardins et les espaces verts pour voir qu'il n'y ait pas trop de terrain de foot. Et puis Marine Le Pen peut-elle remporter la présidentielle, comme le pense pratiquement un Français sur deux? Commençons avec notre tour de table de ce qui a retenu votre intérêt. Éric Revel, c'est le vaccin? Oui. Alors, je suis très sérieux. Ouais. Vous avez vu que l'Italie, qui en a sans doute marre des commandes aléatoires de l'Union européenne en matière de vaccins pour l'ensemble des 27 pays européens, l'Italie a décidé, avant même d'ailleurs que le vaccin russe Sputnik V ne soit autorisé ou pas, l'Italie a décidé qu'elle allait produire ce vaccin. Et pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que je trouve nos amis italiens très malins. Deux choses l'une. Ou bien ce vaccin russe ne passera pas les fourches codines de l'autorité de santé européenne, et dans ces cas-là, ils seront marrons, quelques centaines, dizaines de millions d'euros de plus. Mais si c'est le cas, si le vaccin est autorisé, ce seront les premiers, les Italiens, à en produire en Europe, et donc à pouvoir avoir les doses pour leur population. Ouais. Parce qu'en réalité, on a assisté à quoi? En réalité, le AstraZeneca, il est anglais, mais c'est bien sûr, on a 15 millions d'Anglais vaccinés. Le Pfizer, il est américain, mais c'est bien sûr, on a 110 millions d'Américains vaccinés. Les Allemands produisent et ont mis au point un vaccin. Et les seuls parmi les grands pays, on le rappelle, qui n'ont pas de vaccin, c'est les Français. Les Italiens aussi, mais eux, ils se disent, tiens, le Sputnik V va être autorisé peut-être, produisons-le. Si c'est le cas, on en aura pour les Italiens. Ouais. Et donc la France devrait prendre exemple sur l'Italie. On entend. Oui. Je vais vous dire, même ce qui est assez marrant, c'est que Sanofi, dont on parle plus beaucoup, qui est un grand laboratoire, un peu français, mais pas tant que ça, ou qui fut un grand laboratoire, de mettre un vaccin au point. Lui, nous, on en est rendu, si vous voulez, la 6e, 7e puissance mondiale, ça, nous, on en est rendu à produire le vaccin des autres en leur demandant si c'est possible. Vous voyez, si on peut produire un peu de Pfizer, un peu d'AstraZeneca, un peu de Moderna. Mais en fait, on est dans les choux. On est dans les choux pour les médicaments. On est dans les choux. Vous allez dire, mais ça n'a rien à voir. Mais si, parce que vous allez voir, c'est un désert industriel. On est dans les choux pour les semi-conducteurs. Il y a une pénurie de semi-conducteurs partout dans le monde. Et l'un des seuls pays industrialisés qui n'a plus d'industrie pour faire du semi-conducteur qui rentre dans l'élaboration de tous les produits, c'est la France. Et puis, dernier exemple, Valérie. Ouais. Dernier exemple. J'en parlais ce matin sur Sud Radio. Il y a une filière monumentale qui est en train de prendre de l'essor. Ça va vous faire rire. C'est la filière du carton. Parce qu'avec le développement du commerce en ligne, on multiplie les livraisons de produits. Les produits sont livrés dans quoi? Dans des cartons. Vous savez quoi? La France, on produit encore du papier, mais on ne produit pas suffisamment de carton. On fait recycler notre papier en Italie, en Allemagne. J'invente rien pour faire du carton. On n'est plus capable de produire du carton, alors que l'usine Chapelle d'Arblay à Rouen, c'est pas ce qu'elle va devenir. Mais on va où? Que fait le haut-commissaire au plan, Hervé Bayrou? On peut se poser la question. Et pas Hervé Bayrou, François Bayrou. Pardon. François Bayrou. Hervé Bayrou, c'est BFM. C'est autre chose. Oui, on peut effectivement sur la réindustrialisation. Que fait François Bayrou? Un commentaire sur ce que vient de dire Éric Revel, effectivement, sur ces vaccins où on semble être un peu bien sûr que l'Italie a raison. Quand on examine les multiples défaillances de l'Union européenne dans la commande de vaccins, dans la campagne vaccinale, on s'aperçoit qu'il y a évidemment des raisons géopolitiques, parce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne,
soupçonnent les Russes d'arrière-pensée géopolitique. Mon Dieu, ils seraient bien les seuls. Et quand bien même ils en auraient. Et en plus, en termes de négociation, la spécificité de l'Europe par rapport aux États-Unis, par rapport à Israël, par rapport à la Grande-Bretagne, c'est d'avoir voulu absolument partager la responsabilité juridique avec les labos. Responsabilité juridique, ça veut dire s'il y a un problème, qui paye. Ce qui au départ et dans une circonstance normale serait tout à fait louable, mais qui a causé un tel ralentissement qu'on en est là aujourd'hui. Et si le vaccin Sputnik, le vaccin russe dont The Lancet a dit il y a plus d'un mois, je rappelle, qu'il était non seulement performant, mais plutôt plus performant que les autres, est toujours en cours d'examen, c'est que l'Union européenne a refusé d'appliquer la procédure accélérée, laquelle procédure, précisément, dispensait les labos d'assumer les risques. Donc on tombe toujours sur ce fichu principe de précaution. Oui, Serge Groard. Oui, tout à fait d'accord, mille fois d'accord avec Éric Revel sur ce constat. Moi, ça fait des semaines que je propose, je l'ai écrit, que la France puisse négocier des licences de fabrication de vaccins sur son territoire. Nous avons les chaînes de production, nous savons le faire. Nous aurions pu le prévoir, non pas au début de la crise, on ne savait pas quand le vaccin arriverait, mais à la rentrée. Imaginez que nous ayons pu prévoir, anticiper cela vers le mois de septembre-octobre, nous aurions aujourd'hui tous les vaccins nécessaires pour vacciner, j'allais dire, la très grande majorité de la population française. Moi, ça me révolte. Voilà, je suis révolté et je le vis tous les jours au centre de vaccination d'Orléans, avec qui plus est la semaine dernière, le week-end dernier, ce qui malheureusement ressemble terriblement à un coup de com' du gouvernement. Nous, je vous donne un chiffre sur Orléans. Nous avons eu pour le week-end dernier 350 vaccins. Voilà, nous vaccinons à peu près entre 300 et 350 personnes par jour et nous pourrions monter à 500. Ça voulait dire que si on nous avait donné les 350 doses préalablement, nous les aurions absorbées dans une semaine classique, dans une journée ordinaire. Voilà. Alors là, on a, à grand renfort de trompette, on a dit, vous avez vu, on accélère tout ça. En fait, j'ai encore refait le point pas plus tard que ce matin. Je suis désolé, vraiment désolé, navré et quelque part, oui, assez révolté de constater qu'on n'accélère rien du tout pour l'instant. Merci, on se retrouve dans un petit instant, on continue notre tour de table et on commentera l'actualité avec vous, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et on commente l'actualité avec Michel Pouzol qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Ancien député, membre de Génération. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Serge Groard, maire LR d'Orléans. Et Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV. Et on vous retrouve également sur l'antenne de Sud Radio dans la matinale de Patrick Roger. Assassinat d'Alisha, des ados sans regret. Comment le comprenez-vous? Le budget genré est-il un progrès? Et Marine Le Pen peut-elle remporter la présidentielle, comme le pensent 48% des Français? On continue notre tour de table. Judith, allez-y. Alors, mon coup de gueule, c'est contre un coup de gueule. Le coup de gueule des néo-féministes, quand la police nationale a sorti une campagne de prévention où elle voulait prévenir notamment les jeunes qu'envoyer un nude, c'est-à-dire une photo de soi dénudée, c'est prendre le risque de voir cette photo partagée. Ça me semblait un conseil plein de bon sens et les néo-féministes, Caroline de Haas en tête, ont hurlé en disant que ça revenait à rendre la victime coupable. Alors je suis désolée, mais responsabiliser les enfants, leur faire comprendre que les réseaux sociaux, ça a une diffusion massive, c'est dangereux, incontrôlée, incontrôlable, et que c'est tout à fait dangereux. Ça participe pas à culpabiliser les victimes, mais ça c'est le problème des néo-féministes pour lesquels victime est un terme sacré qui ne mérite aucun examen, aucune interrogation et qui exclut toute autre explication. Elles font du mal, une fois de plus, car la police nationale, devant le tollé, a retiré sa campagne pour en faire une autre. Vous en pensez quoi, Michel? Moi, je nuancerai les choses, parce qu'il y a dans cette histoire-là, il y a deux faits importants. C'est que, au regard de la loi, il n'est pas interdit d'envoyer une photo dénudée de soi à quelqu'un d'autre. Par contre,
la redistribuer est punie par la loi. Ouais. Donc c'est bien ça le fond du question. En fait, vous avez la même réaction que les néo-féministes. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la prévention, mais dans les faits, l'acte répréhensible, c'est la rediffusion de la photo. C'est pas de la diffuser. Donc c'est quand même prendre encore une fois les choses par le mauvais bout, à mon avis, même si la prévention doit être importante. Mais il faut rappeler d'abord à ceux qui diffusent ces photos-là qu'ils n'ont pas. Mais la preuve que non, puisqu'ils le font, et notamment les garçons. Ouais. Et donc il faut leur rappeler. Excusez-moi, on va parler d'une affaire tout à l'heure qui est quand même basée sur exactement ça et qui se termine par un meurtre, un assassinat. Donc il faut rappeler que c'est interdit. Vous dites pas à vos enfants de ne pas envoyer de photos de nus. Je n'oppose pas là. Non, ce que je veux dire, c'est que moi je vous le dis, la prévention, elle est fondamentale, etc. Mais je trouve quand c'est l'institution qui le fait, il faut d'abord rappeler que la loi, c'est celle-là. Et il faut pas inverser non plus toujours les choses. C'est quand même... excusez-moi, c'est un peu la même chose de dire n'allez pas dans la rue en mini-jupe, sinon vous risquez de vous le faire violer. Je suis désolé. Mais c'est la même... Mais oui, mais c'est la même chose qui en permanence, c'est comme ça. Moi, ma fille s'est faite insulter hier dans la rue parce qu'elle était en roller par 4 mecs. Et c'est les 4 mecs qui étaient... c'est pas qu'elle soit en roller ou en mini-jupe, c'est qui pose un problème. C'est l'inverse. Voilà. Donc, moi, c'est. Oui, Serge Grouard. Une question de loi. Je pense que ce que dit Judith Weintraub est frappé au coin du bon sens. On sait que il y a le pire, parfois le meilleur, mais souvent le pire sur les réseaux. Et on sait que les jeunes sont l'objet de tentatives permanentes d'exploitation et de harcèlement quand même. C'est ça la réalité. Alors il faut retrouver un peu de bon sens. Ouais. Voilà. Et je trouve effectivement que nous avons à nous soucier véritablement, à nous préoccuper de la protection des jeunes. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que père de famille, alors mes enfants sont un peu plus âgés maintenant, mais s'ils avaient eu cet âge d'adolescent, j'aurais fait exactement ce que dit Judith Weintraub, quoi. Ouais. Enfin, ça me paraît totalement... Non ? Oui, on est d'accord. Et ça ne méritait pas ce tollé, effectivement, et cette polémique. La polémique, le tollé, c'est une autre chose. On est bien d'accord, bien entendu. Moi, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre cette passion qu'ont cette génération-là, et apparemment certains autres, apparemment, j'ai compris, y compris à Paris plus âgés, de vouloir s'exhiber sur les réseaux sociaux. Christina nous dit, ça me rappelle un ministre, effectivement. C'est ça, voilà. Moi, je dis là, à la mairie de Paris, Eric, vous êtes choqué par par le tweet de la police ? Les néo-féministes, comment dirais-je, restant poli, ils m'inspirent pas beaucoup, mais en règle générale, je vais vous dire, moi je confonds pas progrès et progressisme, vous voyez, cette espèce d'idéologie qui est en train de rebattre les cartes sur tout ce qu'on peut rebattre, histoire, sociologie, tout ça me semble pas du tout, et je reste vraiment calme. Mais ça ne me semble pas aller du tout dans le bon sens et ça ne fait qu'accentuer les fractures de la société qui sont déjà énormes à cause de la crise sanitaire, économique et sociale. Donc, si on n'a pas besoin de ça en ce moment, et je ne confonds pas progrès, un vaccin ARN messager, c'est un progrès. Le progressisme qui consiste à nous expliquer, si vous voulez, que jusqu'à présent, nos prédécesseurs, nos grands-parents, nos ancêtres ont fait fausse route, et qu'il faudrait que dorénavant l'homme soit considéré comme un méchant et la femme comme une femme absolument admirable. Moi, ça me... je ne vais pas vous dire ce que ça me fait, mais j'apprécie pas du tout, quoi. Voilà. Mais oui, ça rejoint... on se demandait si on allait en parler de Pépé le putois, vous voyez, ce qui est ce putois dans les dessins de Bugs Bunny. Donc, Walt Disney demande à ce qu'on le sorte. Enfin, il y a des ligues qui se sont élevées parce qu'il est très pressant avec une petite chatte noire qui ne veut pas de ses assiduités. Et donc, c'est considéré comme étant... pas politiquement correct. L'antichambre du viol. Voilà, c'est... Là, j'avoue que le sujet me laisse un peu plus pantois. Mais parce moi, que franchement, il nous laisse putois même. Hein. Oui, putois. Mais moi, j'avais un coup de gueule qui va un peu dans ce sens-là. J'ai vu hier soir, puisque je zappe énormément, chez Cyril Hanouna, ce petit garçon devenu fille, Lily, qui a 8 ans, et qui, que sa mère emmène sur les plateaux de télé. Est-ce que c'est la place d'un enfant de 8 ans que d'être exhibé comme ça ? Alors oui, on va vous dire que ça sensibilise ces enfants qui sont transgenres, sauf que sur Quotidien, il y avait Elisabeth Rodinesco qui, elle, disait il y a eu des catastrophes qui ont été faites avec cette idée du transgenre, des gens qui ont demandé à être
opérés à l'âge de 14 ans et qui après se sont rendus compte que c'était pas tout à fait ça. Donc est-ce que 8 ans, que ça reste dans la cellule familiale, mais ce besoin d'exhiber ses enfants, je ne le comprends pas. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je me rappelle un très bon livre de Jean-François Braunstein qui racontait en fait comment cette vision du monde comme n'étant qu'une construction sociale s'est répandue et qui relatait l'histoire, mais qui a plus de 20 ans déjà, d'un médecin chirurgien qui avait fait une expérience avec 2 jumeaux, 2 frères, dont il avait changé le sexe pour démontrer que le genre était une construction sociale qu'il fallait donc déconstruire. Et cette tendance de la déconstruction, cette idéologie déconstructive est dramatique et dans certains cas meurtrière. On va en reparler tout à l'heure avec le budget genre. Je n'ai pas vu l'émission, mais s'il y a bien un endroit, enfin autant le documentaire Ces petites filles, je crois, a été bouleversant et vraiment extrêmement bien construit et intéressant, mais avec un regard intelligent. Autant la qualité des débats de chez Hanouna, c'est une émission est très populaire, très bien, etc. Mais elle se prête assez peu, je trouve, à ce genre de confrontation avec un enfant de 8 ans en plus. Moi, j'avoue que ça ne me viendrait pas l'idée. Mais bon. Alors, Michel, votre coup de cœur ? Oui, c'est un petit coup de cœur, un petit salut aux intermittents qui occupent en ce moment les théâtres, l'Odéon, ça vous étonnera pas, hein, mais l'Odéon, la Colline, plusieurs, c'est en train de faire tache d'huile parce que on voit bien que là, on est en train de vivre une double peine dans le monde du spectacle. On sait que moi, j'ai été pour la réouverture sous condition des salles de spectacle. On voit bien qu'il y a un dogme derrière. Pourquoi j'étais ? Non, je suis toujours. Je suis toujours. Mais on voit bien qu'il y a un dogme politique derrière qui dit oui, mais si on rouvre ça, pourquoi là on va pas rouvrir les restaurants ? Enfin, on comprend bien que c'est pas la raison sanitaire qui est la première là-dessus. On sait que pour l'instant, le monde du spectacle survit, mais que ça va être une catastrophe. Ça doublé de l'assurance chômage, de la réforme de l'assurance chômage. Pour les intermittents du spectacle, ça va être une, moi je vous le dis, une vraie boucherie. Ça n'aura pas des effets sur l'économie réellement de l'assurance chômage. On a beaucoup travaillé dessus quand j'étais député, donc je connais à peu près le sujet. C'est un peu trop long pour vous en parler. Donc voilà, je pense que ce combat est important. Et puis je voudrais rappeler, comme je le rappelle à chaque fois là-dessus, c'est que l'industrie de la culture en France est une industrie fondamentale qui, même en termes économiques, pèse un poids. Je crois que c'est 5 fois l'automobile, 3 fois l'industrie chimique. Donc c'est un secteur industriel, économique extrêmement important. Si on le met à terre et si on fragilise ceux qui l'animent, qui ont des conditions de travail particulières, oui, c'est comme ça. Alors là, on prend un grand danger, y compris, c'est pas rationnel économiquement, dans une logique qui n'est pas la mienne, qui est libérale, mais je m'en sers quand elle me sert. Il faut bien être un peu opportuniste aussi. Pourquoi on est non, donc voilà, je soutiens cette lutte-là et je pense qu'il faut que le gouvernement se penche réellement là-dessus. Et il paraît que Roselyne Bachelot a rendez-vous, elle a rendez-vous avec Jean Castex. J'aimais bien Roselyne Bachelot du temps où elle était à votre place. J'espère qu'elle va se bouger un peu et qu'elle va prendre des bonnes décisions. Je pense qu'elle se bouge, mais qu'elle est un petit peu toute seule, non, Eric, ce que vous disiez ? Oui, non, je disais, elle a rendez-vous avec la Lune, Roselyne Bachelot, mais le soleil ne la voit pas. Voilà, je sais pas, il paraît qu'il va y avoir des annonces positives. Je pense qu'elle a... Alors, j'aime bien Roselyne Bachelot, hein, mais je pense qu'elle est passée à côté de son ministère, là, parce que malheureusement, elle n'a pas eu voix au chapitre dans les premières semaines, vous en souvenez, hein, où tout était... voilà. Alors que, vous avez raison, la culture, c'est un secteur économique absolument fondamental, mais c'est bien plus que ça. Bien sûr. Parce que, voilà, c'est de la palissade, mais on a besoin d'aller au cinéma, on a besoin d'aller au théâtre, on a besoin de voir le festival d'Avignon off pour ceux que ça intéresse. Moi, je suis pas si loin que ça. Bon, mais surtout, je pense que Roselyne Bachelot, sa voix, pourtant, elle a de la voix, hein, mais elle porte pas suffisamment. Suffisamment. Et puis, nous, on a un maire à Nice, Valérie, qui a annoncé il y a quelques semaines, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je pense que de toute façon, d'ici le 15 septembre, quoi qu'il se passe, les endroits culturels, le Théâtre National de Nice, par exemple, dirigé de main de maître par Muriel Mayette, rouvrirait. Tout rouvre à partir du 15 septembre. Oui. Alors, je vous dis ça parce que ça coûte pas cher de le dire. Comme vous le savez, on est reconfiné le week-end prochain. Oui, on est reconfiné le week-end prochain. Christian Estrosi, qui était
pour, parce que c'est lui qui a lancé l'idée, en fait, il est contre maintenant, parce que, en fait, on s'est aperçu que le week-end prochain, il y a le Paris-Nice qui va arriver. Et donc, il ne pourra pas arriver. Bah ouais, mais on peut pas. Allez, on va marquer une pause et on revient avec votre coup de cœur à vous, Serge Grouard. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on commente l'actualité. Alors Serge Grouard, vous aviez un coup de cœur, c'est ça ? Je vais commencer par un coup de gueule qui va se terminer en coup de cœur. Très bien. Le sujet, c'est la biodiversité. Voilà, très récemment, dans ces derniers jours, l'Office français de la biodiversité vient de publier une étude très très détaillée sur l'évolution de la biodiversité en France. Je précise bien en France et pas dans le monde. Le coup de gueule, c'est 187 espèces qui ont disparu en France. Et tenez-vous bien, seulement en 13 ans. 187 espèces qui ont disparu en 13 ans. Alors, nous qui donnons souvent des conseils au monde entier, on ferait bien de commencer par se les appliquer à nous-mêmes. Et ce qui est presque pire, c'est que l'Office français de la biodiversité a étudié à peu près 14 000 espèces dans le détail. Et tenez-vous bien également, 20% sont menacés de disparition. Ouais. Voilà l'état de notre société, voilà ce que nous faisons. Et voilà ce que nous faisons dans un pays qui se targue d'être à la pointe de la préservation de l'environnement. Ouais. Voilà, donc ça, c'est mon coup de gueule. Je dis qu'il est vraiment temps que l'on prenne en compte ces sujets parce que l'on est en train de massacrer à grande échelle. Et c'est un massacre silencieux. Alors le coup de cœur, parce que on ne va pas non plus désespérer. Je vais me translater au sud et je vais aller en Afrique. Et je vais aller au cœur de l'Afrique, c'est au Congo. Vous savez, le Congo possède une très grande forêt avec une très grande richesse. Eh bien, ce pays, il a inventé quelque chose de particulièrement intéressant. Il vient de céder des parcelles de cette forêt aux villageois qui y habitent. Le résultat, c'est quoi? C'est que les villageois, ce sont des terriens, ce sont des gens qui savent. Eh bien, ils la protègent, la forêt. Ils l'utilisent pour leurs besoins, mais ils la protègent. Et aujourd'hui, on voit à nouveau cette forêt qui, à certains endroits, la bataille n'est pas gagnée, mais cette forêt, elle a recommencé à croître à certains endroits, et notamment la biodiversité y est mieux protégée qu'avant. Ouais. Voilà, donc, comme quoi, le coup de gueule, mais il y a aussi des raisons d'espérer. Et il y a des exemples qu'il faut que nous prenions ici ou là et qu'on puisse les appliquer à nous-mêmes. Et j'en profite pour vous faire un coup de cœur à vous, Serge Grouard, parce que vous êtes très, très investi dans la protection de l'environnement. Vous avez pris une mesure pour protéger les arbres de la ville. Je voulais vous féliciter à ce sujet. C'est-à-dire que les arbres ont un prix et qu'abattre un arbre, et ben ça coûtera de l'argent à ceux qui le feront. Très cher. Ça leur coûtera très cher. 10 000 euros pour un platane, 88 000 euros pour un IF. Donc on ne rigole pas à Orléans avec les arbres et c'est très bien. Et je vais vous faire une confidence, voyez-vous. Ce matin, assez tôt, j'ai été appelé par un des directeurs de la ville d'Orléans qui m'a dit, écoutez, on a un gros sujet là, à tel endroit dans la ville, on vient d'avoir des travaux, et on a 3 platanes dont les racines viennent d'être abîmées parce que les travaux n'ont pas été faits conformément aux directives que la ville d'Orléans avait données. J'ai donné l'instruction que l'on mette en œuvre la charte de l'arbre avec ce barème et que l'on fasse rembourser à l'entreprise responsable de ces dégradations, sachant qu'encore une fois, on avait des directives très précises et que ces directives n'ont pas été suivies. Voilà, donc c'est du concret, oui. Non, mais c'est Michel Pouzol qui voulait réagir. Non, moi je trouve que c'est une bonne initiative, mais par exemple, on pourrait rappeler une information que peu de gens connaissent, qu'il est interdit jusque, je crois, mi-juillet, de tailler ces haies en France. C'est interdit parce que c'est à un moment donné de biodiversité important. Il y a des nichages, il y a des choses qui se passent dans les haies. Et bien voilà, on a un certain nombre de règles qui existent en plus et qu'on n'applique pas. Alors effectivement, on est loin du compte en France, on est loin du compte de ce qu'il faudrait faire, mais on n'est pas les plus mauvais élèves de la planète. Moi, je suis un peu plus pessimiste sur les forêts primaires quand on voit ce qui se passe effectivement, notamment en Amazonie, à Madagascar, dans le sud-est asiatique, en Indonésie. Il y a des forêts, des pans entiers du patrimoine humain qui sont en train de disparaître. Et peut-être qu'il va falloir, via l'UNESCO, via je ne sais pas, remettre en cette notion de patrimoine humain parce que nous partageons tous. Alors effectivement, à nous de montrer aussi un peu l'exemple. Eric
Non, mais pardon d'un pays que je connais très bien, Madagascar. C'est un peu plus compliqué que ça, pardonnez-moi, parce que vous avez aussi des habitudes culturelles et ancestrales. À Madagascar, ce qu'on appelle le fataper, c'est ces petits barbecues qui sont alimentés souvent avec du charbon de bois qui est issu d'arbres d'eucalyptus, par exemple. Et évidemment, les populations les plus pauvres, il y en a beaucoup à Madagascar, coupent des arbres pour mettre dans leur réchaud, dans leur fataper. Et en même temps, ils coupent des arbres, les sols sont nus, ça ravine et ça appauvrit les sols. Mais culturellement, c'est inscrit dans la tradition malgache. Donc, voilà, c'est pas simplement des gens qui ne respectent pas l'environnement. Non, mais il y en a aussi. C'est la situation. Et les Lémuriens, en tout cas, l'habitat naturel des Lémuriens qui on trouve qu'à Madagascar est en train de disparaître petit à petit. Et il y a d'autres conditions. Hein. Et Madagascar, c'est un pays qu'il faudrait aider, je pense, pour son développement, qui a besoin d'aide internationale lui aussi. Allez, sans transition, comme on dit, 2 adolescents âgés de 15 ans ont été mis en examen mercredi soir pour l'assassinat dans l'enquête sur la mort par noyade de la jeune Alisha, qui avait 15 ans. Écoutez ce que disait le procureur hier. C'est compliqué à dire. Ce qu'on peut dire dans la matérialité des faits, c'est que après qu'ils aient, d'après ce qu'il ressort donc des auditions et des constatations, qu'ils aient pratiqué de la sorte donc dans l'après-midi du 8, ils sont partis ensemble manger à Paris, quoi. Mais ils n'ont pas non plus fait part d'un remords immédiat. Oui, ce matin, Judith Weintraub, vous étiez sur le plateau d'LCI et il y avait Franck Berton, l'avocat du jeune garçon, et qui a dit ce garçon est effondré, il regrette, dire qu'il n'a pas de remords ne correspond pas du tout à la réalité, et pourtant. Et pourtant, on ne connaît pas le contenu des dépositions. Évidemment, l'avocat va pas dire le contraire. Non, mais il y a le témoignage de la mère qui dit que quand son fils est rentré, il lui a dit on a tapé une fille. La mère. Est-ce que tu as déjà fait une bêtise dans ta jeunesse, maman? Non, pourquoi? Parce que nous on a tapé une fille. Ou ça, je vais voir. Non, c'est pas la peine, elle est morte. Oui, donc il avait conscience qu'elle était morte et qu'il n'y avait plus rien à faire. Ils sont quand même allés visiblement manger un kebab et rentrer. C'est vrai que cette froideur étonne à un âge comme celui-là. C'est même pas de la froideur, c'est de la déconnexion totale. Ils sont ailleurs. Ils sont dans un monde virtuel. C'est ce que j'allais dire. C'est plutôt totalement inconscience par rapport à ce qui se passe, par rapport aux actes. Et c'est glaçant, effectivement. Mais c'est quand même, c'est pas la première fois, et c'est quand même souvent un marqueur de cette tranche d'âge. Quand même, il y a un âge où il y a une espèce de déconnexion de la réalité. Alors, Dieu merci, ça se passe pas toujours par la violence, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. J'envoie ma photo de moi à moitié nue sur un réseau internet, je sais pas où ça va aller. Enfin, comme si tout ça n'existait pas. Là, ce qui est tragique, c'est que bon, cette jeune fille, c'est quand même incroyable. Mais c'est deux jeunes assassins, puisque il y a préméditation. On est obligé de dire présumé, présumé, mais enfin il y a préméditation. Voilà, ils sont leur vie est aussi complètement explosée. Hein. Il y a 20 ans on va requérir 20 ans contre eux. C'est lourd et c'est normal. C'est la sanction normale. Mais c'est très difficile. Je ne sais pas comment on peut appréhender ça au quotidien et comment on peut prévenir ce genre de choses. C'est ça parce que on se sent extrêmement impuissant, moi je trouve, et l'institution. Et la famille, apparemment. La mère dit je ne reconnais pas mon fils. Parce que ça part de si vous regardez les feuilletons du soir sur TF1, vous allez voir, il y en a un en ce moment. Il y a une situation qui est quasiment la même. Donc c'est un truc qui paraît tellement surréaliste qu'on en arrive à un traquenard à assassiner quelqu'un pour des histoires de rivalité amoureuse. Tout ça est très flou. La mère dit je ne reconnais pas mon fils, mais elle le décrit comme un geek qui passait sa vie sur son ordinateur. Et elle raconte même que comme il refusait de venir à table, elle lui portait des plateaux repas dans sa chambre. Alors moi, c'est un truc qui m'a tout de suite alertée, parce que ça veut dire que la mère, je ne la juge pas, je raconte les faits, a renoncé à ce qui est dans des familles qui fonctionnent à peu près, le moment
où justement on se retrouve, où le moment de contact entre les parents et les enfants. Là, le père est mort il y a une dizaine d'années. Donc elle acceptait que même ce moment de retour dans la réalité familiale n'existe pas. Alors, je suis pas dans le Yaka Faucon, elle était dans des conditions très douloureuses. Savait-elle à quoi son fils passait ses journées sur son ordinateur, à quel jeu il jouait, quel site il allait visiter? Mystère. Oui. On va marquer une pause. Donc une question d'éducation. On va marquer une pause. Vous pouvez réagir également 0826 300 300. Éric Revel, Serge Groard, vous nous donnerez votre avis. Brigitte nous dit, est-ce que vous ne pensez pas que de trop parler de ces faits n'incite pas à la violence? Certains peuvent croire que c'est bien vis-à-vis de leurs potes. Je suis pas sûre, mais on peut en débattre. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous sommes ensemble avec Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV, Serge Groard, maire Les Républicains d'Orléans, Michel Pouzol, ancien député, membre de Génération, et Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Nous parlons de l'assassinat d'Alisha, de ces questions autour de ces deux jeunes de 14 ans qui sont allés jusqu'à la mort pour punir cette jeune fille. Éric Revel, ça vous interroge à quel niveau, vous ? Écoutez, je partage le point de vue de notre ami qui dit on se sent un peu impuissant. Tout ça est dramatique et monstrueux. Maintenant, hors crise sanitaire, je trouve qu'on vit dans une société qui a facilement fait son lit de tout ce qui était acceptable et qui a refusé beaucoup de contraintes. Je mets hors crise sanitaire, parce qu'évidemment, on n'accepte pas le confinement ou on l'accepte mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une société de plus en plus violente où il me semble que la permissivité, tout ça est passé un peu au premier plan. Moi, je ne connais pas la situation de cette famille et j'écoutais Judith avec beaucoup d'intérêt. Je ne connais pas... je note qu'il y a l'absence d'un père, mais vous voyez, tout ce qui a été autorité... tout ça est passé un peu à la trappe dans cette société qui évolue depuis les années 70. On parlait de ce gamin présumé coupable qui passe sa vie sur des jeux vidéo, mais quand vous regardez ce que sont les jeux vidéo, la plupart du temps, on tue des gens dans les jeux vidéo. Enfin, vous savez, c'est de la palissade, mais il faut le rappeler. On écoute de la musique quand on a 15-16 ans qui est quand même souvent extrêmement violente, pour pas dire... Alors, on va me dire, ouais, mais vous êtes un vieux réactionnaire. C'était pareil au temps du rock'n'roll. Non, c'était pas pareil au temps du rock'n'roll. Je pense qu'on est dans une société, si vous voulez, qui est de plus en plus angoissante, de plus en plus anxiogène, avec cette crise sanitaire ou pas, d'ailleurs, et qu'en face de ça, on a fait sauter il y a bien longtemps les repères et les garde-fous. Et que l'inadéquation entre le monde qu'on est en train de proposer à nos jeunes et le fait qu'ils n'ont plus de repères parce que des générations précédentes les ont supprimés, on est dans ce vide-là, alors qui excuse pas, mais qui peut-être est un début d'explication de la situation ultra-violente dans laquelle on vit. Regardez Valérie, il ne se passe pas 2 jours en ce moment sans qu'on n'ait pas, y compris entre guillemets dans les beaux quartiers, dans le 16e arrondissement, au lycée Jean de La Fontaine pour ne pas le citer, où il ne se passe pas 2 jours où on n'a pas ce genre, alors pas aussi dramatique, mais d'agression, etc. Alors on me dit oui, mais il y a toujours... on vous dit ça a toujours existé. Oui, mais très bien. Mais n'empêche, voilà mon explication. Mais vous, Serge Groard. J'ai le sentiment, sans connaître, comme chacun d'entre nous, cette affaire dramatique, qu'on est dans une situation qui est assez différente, qui est même très différente des phénomènes de bandes, de violence, de trafic que l'on voit se développer bien malheureusement un peu partout. Je me pose des questions. Je me dis, est-ce que ce drame a existé aussi dans le passé, dans d'autres périodes, au siècle dernier, au 19e siècle et avant? Je crains malheureusement que oui. Je n'en ai pas de certitude, je n'ai pas d'éléments là-dessus, mais je crains que oui. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il faut vraiment
faire la différence entre, encore une fois, ce drame et tous les phénomènes de bande, de violence, de trafic que l'on voit exploser au grand jour ces derniers temps, mais qui ne sont pas nouveaux. À partir de là, quand je regarde les questions de délinquance, et notamment de délinquance des plus jeunes, moi, je dis d'abord une chose, c'est qu'il faut s'entendre sur les causes générales de cette délinquance, après avec des cas particuliers. Et moi, je pense que les causes sont avant tout socio-éducatives. Et donc là, effectivement, et je rejoins en partie ce que disait Éric Revel sur globalement le déficit d'autorité. Voilà, le déficit d'autorité, d'apprentissage, c'est quelque chose, on a besoin quand on est jeune d'avoir des points de repère. On a besoin qu'on nous donne ces points de repère. Et malheureusement, il y a dans un certain nombre de cas, et on le voit dans les cas d'autres phénomènes de délinquance, je précise, un manque, un déficit d'autorité parentale. Oui. C'est la cause socio-éducative. Ensuite, il y a la question de l'éducation dans son ensemble et de la question de l'école en particulier. Et puis enfin, il y a la question de la perception que l'on peut avoir de l'autorité dans la société et en particulier autorité des pouvoirs publics exercée notamment par la police, par l'autorité judiciaire. C'est un ensemble et je dis que pour améliorer les choses, pour traiter ces sujets-là, il faut à la fois pratiquer, mettre en œuvre des politiques qui sont des politiques de sanction et j'ose le mot de répression, en même temps que des politiques d'éducation, de réussite, de prévention et de réussite. Ouais. Moi, j'en ai l'expérience sur Orléans. C'est la conjonction de l'ensemble de ces politiques qui permet d'avoir des réussites. Et je le vois sur Orléans. Et encore une fois, je ne donne aucune leçon parce que je sais que tout est fragile, mais je vois une délinquance des mineurs qui a sensiblement, fortement diminué depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, si vous voulez, on a aussi du recul là-dessus, on le voit. Il y a une forte diminution de la délinquance des mineurs. Mais comment on fait avec l'autorité parentale là, c'est beaucoup plus compliqué d'intervenir. Le premier facteur, effectivement, semble être un problème d'autorité parentale. Et là, comment vous pouvez intervenir? C'est là où c'est plus compliqué. Je crains que malheureusement, quand on arrive à des situations, à des drames comme celui-là, j'allais dire, moi je ne baisse pas les bras, mais enfin on est quand même très très tard là. On est lorsque les actes sont commis, c'est en amont, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut avoir des dispositifs. Je vous donne quelques exemples. Nous on met en place des dispositifs lorsque les gamins sont exclus du système scolaire. Ouais. On les reprend en charge, on les prend en charge, les ados notamment. On a un système qui fait qu'on reprend les ados, on ne les laisse pas traîner dans la rue. On leur propose un certain nombre de choses. Et je vous dis, là, on a des conventions avec l'éducation nationale, parce qu'on le fait avec l'éducation nationale. C'est tous nos dispositifs qu'on appelle de réussite éducative. On a, comme il en existe dans d'autres villes, une école de la deuxième chance. Pour des jeunes qui sont sortis sans rien, et qui traînent, et qui trafiquent, On les reprend. Voyez-vous, je trouve qu'on est trop aujourd'hui dans un schéma très clivant. D'un côté, il y a ceux qui veulent la répression en disant on met plus de police, plus de ceci, plus de cela. Oui, il le faut, je le dis oui. Et puis il y a les autres qui sont dans il faut de la répression, on est tous gentils, pas de la répression, de la prévention, de la réussite, etc. On est tous gentils. Non, ce sont les deux dispositifs. Je voudrais qu'on comprenne ça. Une fois pour toutes dans notre pays, c'est les deux choses qu'il faut faire en même temps. Les deux ensemble. Oui, c'est aussi deux dispositifs qui ont été massacrés par les décisions budgétaires depuis 15 ans, que ce soit au niveau des forces de l'ordre ou au niveau de la prévention de la délinquance, enfin la prévention spécialisée dans les communes. D'abord parce qu'il y avait beaucoup d'élus qui ne comprenaient même pas à quoi ça servait. Et puis quand ils l'ont plus, ils se disent ah mais si c'était quand même utile. Vous savez, c'est un truc qu'on avait dans les écoles. Ouais. Je prenais toujours l'exemple, c'était les RASED. Les RASED, 100% des gens qui avaient accès aux RASED, c'est-à-dire pour leurs enfants, étaient ravis. Disaient ça fonctionne formidable, etc. Et tous ceux qui n'en avaient pas accès disaient mais ça sert à rien. Ben, finalement, on a déshabillé les RASED petit à petit. Eh bien, on a des enfants qui sont en souffrance aussi dans le système scolaire. On a affaibli le système scolaire quelque part en n'aidant pas ces enfants-là, parce que c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est que si on n'aide pas les enfants qui sont déjà sur la dérive, on a affaibli l'ensemble du système. On affaiblit aussi les autres et on arrive à une situation qui est de plus en plus difficile à gérer. C'est pas la solution miracle, mais ça aide un peu. Après, sur ce que vous disiez, sur l'exemple dont on
vient de parler. C'est un tout petit peu différent parce que les deux jeunes qui étaient là, les deux jeunes présumés assassins, étaient convoqués pour être exclus de leur du collège parce que justement ils avaient diffusé des photos, etc. Donc il y avait bien un processus qui était en train de se mettre en place par rapport aux actes qu'ils avaient faits, sauf que le processus a été beaucoup plus lent et que leur réaction à eux a été beaucoup plus rapide. Et on est plus peut-être dans cette histoire-là sur un je dirais entre guillemets, des gros guillemets, un banal fait divers au niveau d'ados que d'autres cas qu'on a eu ces derniers temps, notamment en Essonne, avec des rivalités de bandes, des choses comme ça, plus structurées, ou ce qu'on a vu dans le 15e sur la dalle, qui étaient des choses très d'une autre nature, où effectivement là, on a besoin à la fois d'une grande force de prévention, beaucoup d'éducation, et des forces de l'ordre qui soient, et de la répression également quand les faits sont avérés. On a Christina qui nous dit, oui, la violence s'est intensifiée, même les enfants qui sont bien encadrés doivent s'adapter à l'environnement scolaire. Ma fille a été victime de harcèlement au collège pendant 2 ans, incroyable à Noisy-le-Grand. Malgré mes interventions, tout le monde a fermé les yeux, la solution école privée. Il y a quand même un gros problème dans les établissements. Le pas de vague, ça marche aussi pour le harcèlement et pour les violences. Nous, on croule sous les témoignages de parents. En général, ce sont des filles d'ailleurs qui sont harcelées et rien ne se passe. Même pire, c'est l'enfant harcelé qui est obligé d'être changé d'établissement parce que la hiérarchie ferme les yeux, parce qu'ils ne savent pas comment comprendre le truc, ça les emmerde. Et comme en matière de délinquance générale, les harceleurs sont identifiés et toujours les mêmes. Après, quand on en appelle à la responsabilité des parents, juste un mot, regardez quand on fait des débats un peu animés sur la radio ou ailleurs, les réactions que vous avez sur Twitter, vous vous dites que si les types qui vous insultent avec des noms d'oiseaux qui sont ceux-là à qui on va demander d'avoir une responsabilité parentale sur leurs enfants, effectivement, on est, comme dirait le proverbe, on n'est pas sorti des ronces. Vous avez raison. Allez, on marque une petite pause et on revient. On va parler d'un tout autre sujet, le budget genré. Le budget genré, qu'est-ce que c'est ? On va vous en parler dans un instant. C'est la ville de Lyon qui a décidé d'adopter ce budget dit genré. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Michel Pouzol, Éric Revel, Judith Weintraub et Serge Grouard. On va parler donc de cette décision de la mairie de Lyon. On a appris ça hier. La mairie de Lyon qui a décidé d'adopter un budget dit genré. Donc c'est une priorité pour le maire écologiste Grégory Doucet qui veut faire de l'égalité femmes-hommes une des valeurs fortes de son mandat. Donc en gros, il s'agit d'évaluer toutes les lignes budgétaires de la ville pour voir si elles bénéficient autant aux hommes qu'aux femmes. S'il y a beaucoup de villes qui disent vouloir faire la même chose. La ville de Paris, moi j'avais relevé un tweet, j'avais ironisé, pardon de mon mauvais esprit, sur ce diagnostic genré d'un parc parisien par une adjointe à la mairie de Paris. Une balade en vue d'établir donc si les espaces verts sont bien adaptés aux hommes et aux femmes. Et moi ça me pose une question, c'est-à-dire on est en train de dire que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes jeux, c'est-à-dire qu'on fait une discrimination. On dit que les cours d'école sont goudronnés pour permettre les jeux de ballon aux garçons, reléguant les petites filles de côté. Mais attention, il ne s'agit pas d'interdire le foot, mais d'imaginer des récréations qui fassent plaisir à tout le monde en organisant par exemple du jardinage. Donc c'est vrai que ça pose la question de la discrimination. Serge Grouard, vous en pensez quoi, vous qui êtes maire ? Le jardinage est autant masculin que féminin et réciproque. Moi j'adore jardiner. Et le foot Non, écoutez, moi tout ça, je vais vous dire franchement, moi tout ça m'agace. Voilà, je pense qu'il y a des sujets vraiment fondamentaux dans notre société aujourd'hui. Oui, dans les communes, on en marre. Voilà, enfin, on remet encore des sujets qui créent le clivage et plus gravement, pour moi, on amène des éléments complémentaires d'éclatement de la société. Parce que derrière tout ça, c'est quoi ? C'est une logique de défiance. C'est une logique de suspicion. On n'est pas capable de voter des budgets qui permettent de répondre aux besoins publics. C'est ça qui est dit. Donc il faut qu'on norme un peu plus, il faut qu'on a dans le détail mais pourquoi pas d'autres critères ? Pourquoi pas l'âge ? Écoutez, est-ce que le jardin dont vous parlez, est-ce qu'il est adapté aux enfants ? Est-ce qu'il est adapté aux plus âgés ? On peut peut-être parler des handicapés aussi, des personnes handicapées, où il y a quand même beaucoup de boulot à faire. Mais c'est ce que l'on fait au quotidien, ça. J'ai pas besoin qu'on me fasse un budget genré pour que je me soucie de savoir si les Orléanais, si nos budgets répondent aux besoins, aux demandes des Orléanais, quoi. Ça suffit, tout ça. C'est de la com, c'est juste de la com. D'ailleurs, le maire de Lyon n'est pas
à son premier coup, à son premier buzz. Bon, je crois que tout ça finit par agacer beaucoup de monde. Je crois qu'on est dans une sorte, oui, d'absurdie. Voilà, on est en permanence dans l'absurdie avec tous ces débats qui sont des faux débats. Je vous dis pourquoi pas d'autres sujets, pourquoi pas d'autres critères. L'origine, pourquoi pas l'origine? Et je vous dis qu'on est en train de faire éclater le vivre ensemble. Ouais. On est en train de faire éclater par petites touches successives le vivre ensemble. Et puis derrière ça, moi en tant que maire, je dis bah oui d'accord, mais alors on fait comment? Parce que nous on attribue régulièrement, comme toutes les villes, des subventions par exemple à des clubs de sport. Alors on fait comment? On prend le nombre d'adhérents et d'adhérentes dans chaque club pour pondérer la subvention. On répartit en fonction. Je vais vous répondre. Alors, moi je vais vous répondre parce que j'ai été vice-président du Conseil général de l'Essonne, chargé des sports, et je vais vous dire comment j'ai fait. Parce qu'à un moment donné, les femmes n'étaient pas représentées dans les instances des clubs sportifs de l'Essonne, et tous les dirigeants masculins me disaient « Mais monsieur Pouzol, on n'a pas de volontaires ». Sauf que quand moi j'étais dans les forums des associations, c'était que des femmes qui tenaient les stands toute la journée pour les adhésions. Et elles étaient volontaires. Simplement, les types n'avaient pas envie de laisser leur place. Eh bien, on a mis sur la subvention, excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu, j'essaie de vous répondre. On a essayé, ce qu'on a fait, c'est qu'une partie de la subvention qu'on donnait au club, pas toutes, mais on a une majoration, était en fonction du nombre de femmes qui entraient dans les instances. Et bien, croyez-moi, au bout de 3 ans, la plupart des clubs sportifs de l'Essonne avaient dans leurs dirigeants, peut-être pas 50%, parce que c'était pas ça le but, mais avaient intégré cette notion-là. Et ça fonctionne très bien. À un moment donné, oui, il faut être un peu volontariste. Vous parliez de la ville tout à l'heure. Moi, la première fois où on m'a parlé de la ville masculine, j'ai trouvé ça délirant, quoi. Je me suis dit, c'est quoi cette connerie? Et puis un jour, j'ai assisté avec des architectes, des sociologues qui ont travaillé là-dessus, effectivement. Nos villes ont été construites pour l'usage des hommes, par des hommes. Et effectivement, il y a des endroits où les femmes ne vont pas dans nos villes. Et c'est une réalité. Regardez les cheminements. Il y a des rues où on ne passe pas. Il y a des rues. Non, on peut pas vouloir. C'est parce que les trottoirs sont pas assez larges pour passer avec des poussettes. Parce que bien sûr, ce sont les femmes qui doivent pousser les poussettes. C'est parce qu'il y a des attributions de lieux. On a les circulations. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des pays où vous n'avez que des hommes au café, pas des femmes, etc. Donc, tout ça. C'est construit. Attendez. Mais si on veut, mais oui, mais c'est l'architecture et l'urbanisme. Et si on veut demain. Non, mais vous délirez là. Si on veut, non. Vous savez, cher ami, les hommes n'allènent pas. Si on veut demain. Si on veut demain. Si on veut demain comprendre le harcèlement de rue, si on veut se battre contre ça, si on veut ça, il faut aussi comprendre comment nos villes ont été construites, comment les circulations sont construites. L'urbanisme, c'est des choses extrêmement sérieuses. La sociologie et l'architecture et l'urbanisme sont des choses sérieuses. Elles parlent de ça. Et effectivement, c'est des non-dits, des choses qui n'ont pas été étudiées. Qu'on le fasse aujourd'hui, c'est une bonne chose. Qu'on le fasse dans l'excès et parfois dans la caricature, forcément, l'excès et la caricature, ça n'a jamais aucun intérêt. Mais je pense qu'il faut aller dans ces chemins-là. Mais vous m'avez donné un argument qui est de dire qu'il y a des endroits où les femmes ont beaucoup de mal à aller dans certaines villes, des quartiers qui leur sont quasiment interdits. Sauf que Michel ajoute que c'est à cause de la largeur des trottoirs qu'on se fait harceler. Non, c'est vous qui l'avez. C'est exactement. C'est vous qui l'avez dit. C'est pas ce que je vous ai dit. C'est à cause du harcèlement. Voilà. Pardon, dire que le harcèlement des femmes est une conséquence de l'architecture et occulter donc le machisme et la misogynie propre à certaines cultures, c'est exactement prendre le problème par le mauvais bout, vous voyez, et mettre de l'idéologie dans tout, parce qu'en fait c'est ce que font les maires verts. L'idée c'est que tout procède de l'idéologie, que ce soit la répartition du bitume ou de l'espace. Expliquez-moi que les villes ont été construites par des femmes, avec des femmes pour des femmes. Mais l'argument de dire il y a des terrains de foot, c'est pour les garçons, c'est profondément sexiste. Le problème des cours d'école, c'est exactement ça. Regardez une cour d'école, n'importe quelle cour d'école, les garçons sont au milieu, jouent au ballon, occupent la majorité de l'espace, et les filles sont effectivement reléguées à la périphérie. C'était comme ça déjà de mon époque, ça l'est encore aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on soit des usages partagés. Non, mais on prévoit. Là, on prévoit même pas. Non, mais c'est hyper sexiste de dire on va faire du jardinage pour les filles. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est de dire prévoyons des usages partagés et construisons les cours en usage partagé. Les filles ne jouent pas à la balle aux prisonniers? Bien sûr que si. Mais allez dans une cour d'école et vous verrez qu'il y a quand même la majorité, c'est comme ça. Oui, mais les garçons jouent souvent avec les garçons et les filles avec les filles. Ça ne vous choque pas. Ça vous choque pas. Moi, ça ne pas normal. C'est un peu ce qui se passe, Éric Revel. L'occupation de l'espace, ça commence comme ça. Qu'il faille passer par des lois parfois contraignantes pour que la femme trouve toute sa place, c'est assez juste. Je vais vous rappeler la loi Copé-Zimmermann de 2011 pour faire la place aux femmes dans les conseils d'administration. Bon, très bien. Mais franchement, là, de quoi parle-t-on là? Attendez.
on parle de la place des femmes dans les villes. Alors écoutez, moi j'essaie de réfléchir à beaucoup de sujets, hein, cher monsieur, hein, mais je m'étais jamais posé la question, j'avoue, de savoir si les femmes avaient été martyrisées parce que les architectes qui avaient construit... N'utilisez pas la caricature quand on parle sérieusement, attendez. Et puis il faudrait rendre quand même... Un sujet vous échappe, vous soyez dans la caricature. Je vais être un vieux réac, même si je suis jeune, je vais être un vieux réac, c'est que vous m'expliquez que les filles sont à la périphérie des jeux, des cours, des garçons qui seraient au centre. Pardon, est-ce que la société dans laquelle on a vécu dans les années 60, 70, 80 était pire que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, cher monsieur? Je suis pas du tout certain, justement. Je suis pas du tout certain, justement. On est dans une société ultra-violente. Regardez des images, simplement, tiens, du métro à Paris dans les années 70. Vous allez le subjuguer. Les femmes, parfois, on leur laissait la possibilité de s'asseoir parce que vous aviez un homme galant qui leur proposait un siège. Ce que vous dites. Mon Dieu, c'était du sexisme. Non, je ne suis pas une femme faible, je peux rester debout. Mais madame, si je ne vous propose pas, vous allez dire que je suis un affreux macho. Oui, enfin, je ne sais pas. La même chose pour la cour de récréation. Regardez, j'entends plein de gens qui disent « Laissons les petits garçons jouer à la poupée s'ils veulent. Laissons les filles jouer au rugby et au football si elles veulent. » Alors ça, ce serait un grand progrès. D'accord. Et quand vous m'expliquez qu'il y a du goudron dans les cours de récréation parce que les garçons jouent au foot, mais c'est vous qui demandez à ce que les filles jouent au foot aussi. Alors on ne comprend plus rien. C'est ça que je ne comprends pas. C'est ça. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que les filles jouent au foot? Non, c'est que les activités... Excusez-moi, vous caricaturez tout ça gentiment. Les activités... Oui, gentiment, parce que je pourrais être plus méchant. Les activités de ballon, notamment dans les cours d'école, sont majoritairement encore des activités masculines. Voilà, c'est comme ça, moi je le déplore. Vous en parlez de Lyon, justement, Juliette, vous disiez, ouais, mais les filles, elles jouent au foot. Bah oui, à Lyon, par exemple, c'est le plus grand club de foot d'Europe féminin. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que dans les faits, dans les écoles, tout ça est encore très mais on fait géré. quoi? Le jour, mais on fait quoi? On interdit le foot? Non, on prévoit, on conçoit des cours d'école qui sont construits différemment. Alors, vous avez vu l'image qui a circulé sur les réseaux d'une école à Paris où ils ont retiré une partie du bitume pour mettre de la sciure dans un rectangle. C'est quoi Mais c'est pas parce qu'on a des mauvaises expériences qu'il faut pas réfléchir à ces sujets-là. Je veux dire, moi, ça me paraît, ça me paraît. Vous avez été convaincu par Michel Bouzol? Ah non, je suis désolé, j'aimerais bien l'être, mais là, pas du tout. Et puis, je repose la question, je pense, de bon sens. C'est bien, ça me laisse du travail à faire. Enfin, merci. On vote des dizaines, des centaines de subventions par an. Vous voulez qu'on aille passer des heures et des heures à faire de l'analyse dans le détail pour savoir si le club va justifier, encore une fois, d'être plutôt féminin, plutôt masculin, et qu'il faut repondérer les subventions. Mais enfin, j'ai l'expérience... Ça s'appelle la critérisation, hein. Ça n'a aucun sens. Ben si. Ça n'a aucun sens. Et puis j'ajoute une chose quand même, on vote quand même pas n'importe quoi dans nos conseils municipaux et d'ailleurs dans les départements, dans les régions. Et d'ailleurs on a la parité, c'est tant mieux. Moi j'étais une ville où on a quasiment fait la parité avant qu'elle existe. Bon, alors voilà, je prends pas de leçons sur le sujet, mais je dis que vous mettez aujourd'hui un critère qui va être un critère d'équilibre, de parité, de je ne sais comment le dire, homme-femme, sur le code de subvention. Mais pourquoi pas d'autres critères? Alors, et à ce moment-là, on va totalement exploser la société. J'aimerais prendre un autre exemple. J'aimerais prendre un autre exemple. Vous allez voir jusqu'où ça va. Vous allez retrouver. Hein. Je sais plus. C'est un maire, je crois, de l'Oise. Je suis pas sûr. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent dans les halls d'escalier, qui cassent des boîtes aux lettres. Bien. Il y a un maire qui a eu cette idée, mais incroyablement loufoque, qui est de dire, en fait, et vous voyez, ça pose la question de l'autorité. On ne dira pas aux jeunes, ne jouez pas dans les halls d'escalier, ne cassez pas les poubelles. Non, non, non. Le maire en question, vous allez le retrouver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un Algeco qui imite un hall d'immeuble avec des boîtes aux lettres pour que les jeunes, ils se refilent le code entre eux, ils peuvent venir jouer dans un faux hall d'immeuble, casser ce qu'ils veulent, jouer comme ils veulent, mais on ne leur dit pas qu'il ne faut pas jouer dans un hall d'immeuble. Non, 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 non. On leur dit, chers amis, vous avez raison, les poubelles, tout ça, on va vous créer un truc à côté qui est un Algeco. Vous allez retrouver le truc, c'est incroyable. Ah oui, non, ils ont créé un hall d'immeuble pour que les jeunes de la cité puissent venir jouer dans un hall d'immeuble.
Ouais, mais ça, c'est Je pas crois qu'on a genré. besoin de logements pour les gens et qu'il vaut mieux construire du vrai logement pour loger les gens qui en ont besoin. Voilà. Oui, Ça, alors à propos Judith de logement, parce que quand je parlais d'idéologie tout à l'heure, en fait, ce qui caractérise la gestion verte, c'est que tout est idéologique. Et ça a des conséquences notamment dans les municipalités à mer vert et notamment à Grenoble puisque c'est la plus grande ville conquise par un maire dès 2014, Éric Piolle. Donc on a le recul nécessaire. Le prix de l'immobilier se casse la figure. Il y a un problème de logement social épouvantable. Il va y en avoir à Lyon parce que l'une des premières décisions de Doucet a été d'annuler un programme mi-bureau, mi-habitat qu'avait monté son prédécesseur Gérard Collomb. C'est ça aussi. L'idéologie, c'est ça. C'est on veut que ce soit écolo et le reste on s'en fout. On veut que ce soit genré et le reste on s'en fout. Tout est ramené à l'aune de la doxa verte. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre pour ce débat. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.